Après la mort de ma femme, j'ai engagé un entrepreneur pour rénover son ancien cabinet d'avocat. J'étais à la messe quand il m'a appelé et a dit: Monsieur Dubois, vous devez venir voir ce que nous avons trouvé. Mais ne venez pas seul. Amenez vos fils. Quand je suis arrivé, il y avait une pièce cachée derrière le mur. J'ai été choqué par ce que j'ai vu à l'intérieur. Avant de vous dire ce qu'il y avait dans cette pièce, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. 10 mois après la mort de Marguerite, j'ai enfin trouvé le courage de m'occuper de son bureau. Ce n'était pas grand-chose, juste un garage aménagé derrière notre maison rue Voltaire, environ 12 mètres sur 15, mais c'était à elle, son sanctuaire. Pendant 23 ans, elle y avait pratiqué le droit civil, aidant des clients âgés à protéger ce qui comptait le plus pour eux. L'ironie de cela ne me frapperait que plus tard. J'avais évité cet endroit depuis les funérailles. Chaque fois que je passais devant, je la voyais à travers la fenêtre. Dans mon esprit, ses lunettes de lecture sur le nez, penchée sur son bureau, entourée de dossiers juridiques. Mais elle était partie. Et Camille, ma petite fille, avait plus besoin d'une salle d'études que moi, d'un sanctuaire à la douleur. C'est ce que je me suis dit quand j'ai appelé Philippe Moreau. Philippe avait déjà travaillé pour nous. Honnête, fiable. Quand il est arrivé ce mardi de fin septembre, l'air portait les premiers signes de l'automne. Les feuilles commençaient tout juste à tourner sur le chêne qui ombrageait le bureau de Marguerite. Juste un débarras, lui ai-je dit en lui remettant la clé. Enlever les étagères, refaire l'électricité, améliorer l'éclairage. La fille de mon fils adore les livres. Philippe a hoché la tête. Marguerite aurait aimé ça. Je suis rentré dans la maison. Je ne pouvais pas le regarder démanteler son espace. Ses livres de droit, ses diplômes, la tasse à café qu'elle ne lavait jamais complètement, les blocs jaunes remplis de son écriture soignée, le flacon de parfum près de la fenêtre. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Monsieur Dubois. La voix de Philippe semblait tendue. Il faut que vous veniez voir. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez juste voir. Il se tenait près de l'étagère est, celle sur mesure que Marguerite avait fait installer en 2001. Il l'avait tirée d'environ 30 centimètres vers l'avant. Elle bougeait trop facilement, dit-il. Puis j'ai trouvé ça. Derrière se trouvait un coffre-fort mural, petit, en acier brossé, avec un clavier numérique. Je ne savais pas qu'il était là, ai-je chuchoté. Elle l'a bien caché, dit Philippe. Il y a des rails derrière l'étagère. Elle glisse si on sait comment faire. Mes mains tremblaient. Pouvez-vous me donner une minute? Il a hoché la tête. Marguerite était intelligente. Si elle cachait quelque chose, c'était pour une raison. Je me suis retrouvé seul dans le bureau qui sentait encore faiblement son parfum. La poussière flottait dans la lumière du soleil. Dehors, les feuilles bruissaient. Quelque part, une tondeuse ronronnait. Le clavier brillait en bleu. Marguerite n'avait jamais mentionné de coffre-fort, mais je la connaissais. 45 ans enseigne les habitudes. Sa date de naissance, notre anniversaire de mariage. 06 IN 181.2. Rien. J'ai essayé à nouveau, plus lentement. Le coffre a cliqué. Mon cœur battait la chamade. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une clé USB, une enveloppe Manila scellée, une petite pile de papier avec des noms surlignés, des gens que je reconnaissais de la ville. Mais l'enveloppe m'a arrêté. Mon nom dans l'écriture de Marguerite, pour Henri, à lire seul d'abord. Le scotch était jauni, vieux. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû la poser sur son bureau pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre, 3 pages recto verso. Son écriture précise, la même que j'avais vue sur des notes, des cartes et des listes de courses. Je ne pouvais pas la lire debout. Je me suis affaissé dans son fauteuil et j'ai déplié les pages. La première ligne m'a coupé le souffle. Mon très cher Henri, si tu lis ceci, je suis parti, et tu as trouvé ce que j'ai caché pendant 3 ans. 3 ans? 3 ans qu'elle portait ça pendant que le cancer l'emportait. J'avais besoin de lire cela seul. J'ai demandé à Philippe Moreau de rentrer chez lui. Il a hoché la tête, la compréhension claire sur son visage buriné, et a fermé doucement la porte derrière lui. J'étais seul avec les derniers mots de ma femme décédée. Le bureau s'était assombri pendant que je restais figé près du coffre. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les stores, projetant de longues ombres sur le bureau de Marguerite. Je me suis assis dans son fauteuil, celui en cuir où elle avait passé d'innombrables soirées à réviser des dossiers, prenant des notes de son écriture précise.
La lettre semblait lourde dans mes mains. Du papier de qualité. Marguerite croyait toujours que les choses importantes méritaient de la belle papeterie. Je l'ai lissé et me suis forcé à lire. Mon très cher Henri, si tu lis ceci, je suis parti et tu as trouvé ce que j'ai caché pendant 3 ans. Olivier n'est pas celui que nous croyons qu'il est. Ma poitrine s'est serrée. J'ai relu la ligne. Olivier n'est pas celui que nous croyons qu'il est. Notre fils aîné, celui qui avait réussi, celui dont j'étais fier depuis 44 ans. Il y a 3 ans, Madame Françoise Lemaire est venue à mon bureau. Elle avait perdu toutes ses économies de retraite, 350 000 euros. Le conseiller en investissement qui les lui avait prises était notre fils. Les mots se sont brouillés. J'ai cligné fort des yeux et j'ai continué. J'ai enquêté, Henri. Il fallait que j'en sois sûr. Il y a 6 victimes. 6 clients âgés qui ont fait confiance à quelqu'un qui se faisait appeler Nicolas Dubois. 1,6 million d'euros volés sur 10 ans. Nicolas, notre fils cadet, celui qui luttait, celui qui avait fait faillite il y a 7 ans, dont la femme l'avait quitté, qui enseignait les mathématiques au lycée et arrivait à peine à joindre les deux bouts. Marguerite disait qu'Olivier avait utilisé l'identité de son frère. Le pire, c'est qu'Olivier a utilisé l'identité de Nicolas, ses comptes bancaires, forgé des signatures, tout au nom de Nicolas. Si cela sort, Nicolas sera arrêté en premier. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai posé la lettre et j'ai essayé de respirer. Ce ne pouvait pas être réel. Olivier vivait dans le 16e arrondissement, conduisait une Mercedes, emmenait sa famille en Europe chaque été. Je pensais qu'il était brillant, prospère, fiable. Nicolas, pendant ce temps, avait toujours semblé fragile, silencieux, décevant, si je suis honnête. Quand il avait tout perdu et que Sophie était partie avec leur fille, je m'étais demandé quel mauvais choix il avait fait. J'ai repris la lettre. J'ai passé 2 ans à rassembler des preuves. Je ne pouvais pas aller à la police. Le piège d'Olivier est trop parfait. Nicolas serait accusé avant que quiconque regarde plus profondément. Il me fallait des preuves que personne ne pourrait ignorer. La clé USB contient tout. Piste financière, relevé bancaire et un enregistrement d'Olivier Avouan. Je l'ai fait avouer. Je lui ai dit que j'étais en train de mourir, que je voulais seulement la vérité. Il a cru que j'emporterais son secret dans ma tombe. Un enregistrement. Marguerite avait enregistré notre fils, avouant avoir détruit la vie de son frère. J'avais prévu de l'exposer après ta fête de départ à la retraite. Je voulais que tu aies un dernier souvenir heureux avant que tout s'effondre. Mais le cancer a progressé plus vite que je ne l'espérais. Le choix t'appartient maintenant, Henri. Protège Nicolas. Il est innocent. Il a toujours été le meilleur fils et nous ne l'avons jamais vu. Je t'aime. Je suis désolé de n'avoir pas pu réparer ça avant de partir. Marguerite. La signature tremblait. Elle avait dû écrire ceci près de la fin quand tenir un stylo faisait mal. J'ai posé la lettre, tremblant. Le fils dont je me vantais, que je louais, que j'admirais, était un voleur qui s'attaquait aux personnes âgées, comme Madame Lemaire. Et le fils que je plaignais, que je jugeais discrètement, dont j'avais honte, avait été piégé pendant 7 ans. 7 ans de ruine, le divorce, les dettes, la honte dans la voix de Nicolas chaque fois que l'argent était évoqué. Rien de tout cela n'était de sa faute. Marguerite l'avait su pendant 3 ans pendant que le cancer la consumait, pendant que je parlais fièrement d'Olivier et m'inquiétais pour Nicolas. Elle s'était contentée de sourire et de tenir ma main. 44 ans. J'avais été aveugle pendant 44 ans. La clé USB était posée à côté de la lettre, étiquetée de l'écriture de Marguerite. Assurance, ne pas perdre. La vérité. La preuve qui détruirait un fils et sauverait l'autre. Il fallait que je sache. Il fallait que je voie par moi-même. La clé USB était posée sur le bureau, étiquetée de l'écriture soignée de Marguerite. Assurance, ne pas perdre. Mes mains tremblaient encore quand je les branchais sur l'ordinateur portable que Philippe avait laissé. Dehors, les lampadaires s'allumaient. La rue Voltaire semblait paisible à travers la fenêtre. Des voisins promenaient leurs chiens, des enfants pédalaient vers la maison avant le dîner. La vie normale continuait pendant que mon monde s'effondrait dans ce bureau sombre éclairé seulement par la lueur de l'ordinateur portable. La clé s'est ouverte. 2 dossiers sont apparus. Victime et enregistrement. J'ai d'abord cliqué sur Victime. 6 sous-dossiers, chacun nommé et daté avec soin.
Je reconnaissais la précision de Marguerite. 45 ans de travail juridique transparaissaient dans chaque détail. J'ai ouvert le premier dossier. 01 Françoise Lemaire. Une photo est apparue. Une femme âgée, aux cheveux blancs et au sourire doux, portant un cardigan fleuri. La grand-mère de quelqu'un. Sous la photo, Françoise Marie Lemaire, âgée de 83 ans, veuve depuis 2009. Principale soignante de son petit-fils, âgé de 16 ans. Total volé, 350 000 € sur 18 mois. Méthode, compte ouvert sous le nom de Nicolas Dubois. Toutes les signatures forgées. Piste financière, fonds déplacés à travers des sociétés écrans avant d'atteindre les comptes d'Olivier Dubois. 350 000 €. Les économies d'une vie. Et Olivier l'avait pris en utilisant le nom de son frère. Il y avait 5 autres dossiers, 5 autres visages, 5 autres vies ruinées. J'ai cliqué sur « Enregistrement ». 8 fichiers audio. Mon curseur hésitait sur le premier. 2023 Bulle 9, 15 confrontations Olivier, Pont, Wave. 3 mois avant la mort de Marguerite. J'ai cliqué sur lecture. La voix de Marguerite a rempli la pièce, calme, puis celle d'Olivier, lisse, confiante. Marguerite mentionnait Françoise Lemaire. Olivier déviait. Elle insistait. Puis son ton a changé. Il a dit que le nom de Nicolas était sur tout, que Nicolas serait arrêté en premier, que les personnes âgées avaient plus d'argent qu'il ne leur en fallait, que Nicolas était faible, un raté. Puis Marguerite a pleuré. Une porte a claqué. J'ai arrêté l'enregistrement. Le rire d'Olivier résonnait dans la pièce silencieuse. Froid, fier, cruel. J'ai gagné, maman. J'ai gagné. Cette voix appartenait à mon fils, le fils dont je me vantais. Ce que j'avais entendu n'était pas de la force, c'était de la corruption, de la fierté à détruire son propre frère, de la satisfaction à voler des gens vulnérables. Je pouvais entendre Marguerite pleurer sur l'enregistrement. Elle était en train de mourir et elle avait passé ces derniers mois à rassembler des preuves pour protéger Nicolas du piège qu'Olivier avait construit. 7 autres enregistrements attendaient. 6 autres victimes. Je ne pouvais pas encore écouter. La faillite, le divorce, la honte dans les yeux de Nicolas quand l'argent était évoqué. Ce n'était pas de l'échec. C'était du sabotage. Marguerite avait raison. Nicolas avait toujours été le meilleur fils, et j'avais été aveugle trop longtemps. J'ai passé 3 jours à parcourir chaque fichier, chaque document. À chaque preuve, la vie de Nicolas prenait un nouveau jour dévastateur. Le premier jour, je n'arrivais pas à ne plus penser au divorce. Il y a 3 ans, Sylvie l'avait quitté. Elle pense que je suis financièrement irresponsable, papa. Que mon crédit est ruiné. Nous l'avions cru. J'avais même dit à Marguerite que Nicolas n'avait jamais été doué avec l'argent. Maintenant, je connaissais la vérité. Les comptes frauduleux d'Olivier, tous ouverts au nom de Nicolas, avaient détruit son crédit. La faillite n'était pas l'échec de Nicolas, c'était le piège d'Olivier. Nous blâmions Nicolas. Olivier ne nous a jamais corrigés. Le deuxième matin, j'ai consulté le dossier de crédit de Nicolas. Le chiffre m'a frappé. 480. Un score qui signifiait aucun appartement, aucun prêt. Le rapport listait des comptes que Nicolas n'avait jamais ouverts, des sociétés d'investissement enregistrées entre 2014 et 2019, toutes en défaut. Nicolas Dubois, directeur, Dubois Conseil financier. Nicolas n'avait jamais travaillé dans la finance. Il enseignait l'algèbre pendant qu'Olivier utilisait son identité pour créer des sociétés écrans. Cette nuit-là, les souvenirs se réarrangeaient. Nicolas gagnait 48 000 € par an. Chaque vérification d'antécédents lui coûtait des promotions. En 2020, quand Camille avait eu besoin d'une chirurgie d'urgence, Nicolas n'avait pas pu obtenir de prêt. Je me souvenais de la cagnotte en ligne, comme j'avais eu honte pour lui. Maintenant, je voyais la survie. Il vivait dans un studio, conduisait une Honda de 15 ans, ne se plaignait jamais. Il continuait d'enseigner, continuait de se présenter pour sa fille. Nicolas n'échouait pas. Il combattait un ennemi invisible. Pendant ce temps, la vie d'Olivier brillait. Sa maison parisienne avait coûté 2,2 millions d'euros. Son LinkedIn le listait comme associé principal d'une société sans vrai client. Tesla, costume de créateur, club privé, tout financé par 1,6 million d'euros volés à des personnes âgées. Le troisième jour, j'ai conduit chez Madame Françoise Lemaire,
une petite maison avec un jardin soigné. Elle a répondu lentement, méfiante, jusqu'à ce que je me présente. Son visage s'est adouci. Quand j'ai mentionné l'argent, ses yeux se sont remplis. 350 000 euros, l'assurance vie de mon mari. Je l'économisais pour les études de mon petit-fils. Le dossier montrait le nom de Nicolas. Elle a secoué la tête immédiatement. Impossible. Nicolas donnait des cours particuliers à mon Jérémie gratuitement. Ce garçon a bon cœur. Quand j'ai parlé d'Olivier, elle s'est tue. L'élégant, trop parfait. Je lui faisais confiance, mais je savais que Nicolas n'était pas le même homme. Je lui ai promis d'arranger les choses. Assis dans ma voiture après, deux vérités se sont installées. Nicolas avait été détruit par son propre frère et j'avais été aveugle pendant 44 ans. Marguerite l'avait vu. Elle avait passé ses dernières années à se battre pour Nicolas pendant que je détournais le regard. Maintenant, elle m'avait laissé les preuves. Appeler la police n'était pas simple. Olivier avait trop bien monté ce piège. Si j'échouais, Nicolas serait arrêté en premier. J'avais besoin d'un plan qui ne laisserait aucun doute sur qui était le vrai criminel. 4 jours après avoir trouvé la clé USB, j'ai appelé Sylvaine Mercier, une des collègues les plus proches de Marguerite. Je savais que Marguerite enquêtait sur quelque chose, dit Sylvaine. Même pendant la chimio, elle travaillait sans arrêt. Henri, vous avez besoin de la police judiciaire. Marguerite avait mentionné un officier, commandant Mathieu, crimes économiques. Le lendemain, j'ai appelé le commandant Mathieu. Sa voix était calme, expérimentée. J'ai tout envoyé via un portail sécurisé. Les dossiers des victimes, les enregistrements, les notes de Marguerite. 3 heures plus tard, il a rappelé. Monsieur Dubois, les preuves sont solides, mais pour les poursuites, nous avons besoin de coopération. Soit le suspect s'incrimine lui-même, soit nous présentons cela avec des témoins présents. Pouvez-vous organiser ça? Oui, je peux. Cela signifiait tendre un piège à mon propre fils. Les 2 jours suivants, j'ai à peine dormi. Je restais dans le bureau de Marguerite, entouré de preuves, me demandant comment un père dénonce son enfant. Puis j'ai pensé à Nicolas, détruit par son frère, blâmé par sa famille. J'ai pensé à Camille, 12 ans, qui grandissait en voyant son père lutter pendant que je détournais le regard. J'ai pensé à Marguerite mourant du cancer, utilisant ses dernières forces pour protéger Nicolas pendant que je restais aveugle. Justice pour Marguerite, protection pour Nicolas, vérité pour Camille. C'est ce qui comptait. Le samedi matin, j'ai envoyé un message dans le groupe familial. J'ai trouvé quelque chose de votre mère. Cela concerne sa succession et notre famille. J'ai besoin de vous deux ici samedi à 14 heures. Nicolas a répondu immédiatement. Oui, papa. Tout va bien? 45 minutes plus tard, Olivier. Papa, j'ai un rendez-vous client à Paris. Est-ce que ça peut attendre? Non. 14 heures samedi. Au sujet de votre mère. Ne soyez pas en retard. Le samedi est arrivé, froid et gris. J'étais éveillé depuis 5 heures. La lettre de Marguerite était posée sur le bureau. Protège Nicolas. À 9 heures, j'ai appelé le commandant Mathieu. Aujourd'hui, 14 heures. Bureau de Marguerite. Ouais, nous serons là à 13h30, hors de vue. Quand vous serez prêt, ouvrez la porte d'entrée. J'ai passé la matinée à me préparer. Je me suis habillé avec soin, choisissant la chemise bleue que Marguerite aimait. J'ai trouvé son alliance et je l'ai enfilée sur une chaîne autour de mon cou. C'était comme l'amener avec moi. À 13h45, j'ai entendu une voiture. Mes mains étaient instables. Ma résolution était d'acier. Marguerite avait passé 2 ans à rassembler ses preuves pendant que le cancer la tuait, se battant seule pour protéger Nicolas. Le moins que je puisse faire était d'être assez courageux pour les utiliser. Quel qu'en soit le prix. Ils sont arrivés à quelques minutes d'intervalle. Nicolas en premier, tenant la main de Camille, le visage de sa fille tendu d'inquiétude. Puis Olivier, garant sa Tesla, une voiture qui valait près de 2 ans du salaire d'enseignant de Nicolas. Nicolas bougeait prudemment, une main protectrice sur l'épaule de Camille. Olivier avançait à grands pas avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. C'étaient tous les deux mes fils, et l'un avait passé une décennie à détruire l'autre. Dans le bureau de Marguerite, j'avais arrangé la pièce avec soin. Nicolas et Camille s'assirent ensemble sur le canapé. Olivier prit le fauteuil en face, s'installant comme s'il possédait l'espace. Je me tenais derrière le bureau de Marguerite, l'ordinateur portable ouvert, les preuves prêtes. Merci d'être venu. Je sais que cela semble soudain, mais c'est important. Olivier regarda sa montre.
Papa, j'ai un vol pour Paris à 18 heures. Peut-on faire vite? Cela prendra le temps qu'il faudra. Il y a 10 mois, votre mère est morte. Avant de mourir, elle m'a laissé une lettre. Une lettre sur quelque chose qu'elle avait découvert. Quelque chose sur quoi elle avait enquêté pendant 2 ans, pendant que le cancer la tuait. Nicolas se pencha en avant, confus. Papa, de quoi parlez-vous? Je parle de fraude, de vol, d'usurpation d'identité, ai-je dit, soulevant la lettre de Marguerite. Votre mère a découvert que 6 clients âgés avaient perdu un total de 1,6 million d'euros sur 10 ans. Tout à travers des comptes d'investissement ouverts au nom de Nicolas. La pièce s'est figée. Quoi? Chuchota Nicolas. C'est impossible. Je n'ai jamais... Je sais que tu ne l'as pas fait, ai-je dit, puis me suis tourné vers Olivier. Son visage était soigneusement vide. Mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un qui a utilisé le nom de Nicolas, son numéro de sécurité sociale, et forgé ses signatures. Quelqu'un qui s'est assuré que Nicolas porterait le chapeau. Olivier s'est levé brusquement. Papa, maman était sous médication lourde vers la fin. Elle ne pensait pas clairement. Quoi qu'elle ait écrit, assieds-toi, ai-je dit sèchement. Tous les deux. L'autorité dans ma voix m'a surpris moi-même. Olivier hésita, puis s'assit. Votre mère était assez lucide pour rassembler des relevés bancaires, tracer des pistes d'argent et enregistrer des conversations. Ai-je continué. Elle a confronté la personne responsable, et elle a enregistré ça aussi. J'ai tourné l'ordinateur portable vers eux, et j'ai cliqué sur lecture. La voix de Marguerite a rempli la pièce, calme, contrôlée. Olivier, nous devons parler. La voix d'Olivier a suivi, lisse, confiante. Maman, je suis occupée. Françoise Lemaire a perdu 350 000 euros. Une pause. C'est malheureux, dit Olivier. La volatilité du marché. Non, interrompit Marguerite. L'argent est allé dans un compte au nom de Nicolas, mais tu le contrôles. J'ai regardé le visage d'Olivier pendant que sa propre voix rejouait, sa mâchoire serrée, ses yeux jetant un coup d'œil vers la porte. Je comprends le vol, dit Marguerite. Je comprends que tu utilises l'identité de ton frère depuis 10 ans. Silence. Puis Olivier a ri, un son froid, creux. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-il sur l'enregistrement. Je vais aux autorités. Avec quoi? Répondit Olivier. Le nom de Nicolas est sur tout. Il sera arrêté, pas moi. Camille pleurait doucement maintenant. Nicolas était assis figé, fixant le sol. L'enregistrement continuait. Ces personnes âgées avaient note plus d'argent qu'il ne leur en fallait, dit Olivier. Je l'ai utilisé pour bâtir une carrière. Et Nicolas, il est faible, un raté. Personne ne le croirait face à moi. J'ai gagné, maman. Les sanglots de Marguerite. Des pas, une porte qui claque. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence qui a suivi était suffocant. Nicolas s'est levé, tremblant. « Ma faillite, chuchota-t-il. Mon crédit détruit. C'était toi. » Olivier ne dit rien. Sylvie m'a quitté parce qu'elle pensait que j'étais irresponsable, continua Nicolas, les larmes coulant. Je n'ai pas pu avoir de prêt quand Camille avait besoin d'une chirurgie. J'ai dû mendier l'aide de mes étudiants. Je pensais que c'était ma faute, papa. Camille chuchota. Papa? Et c'était toi? Dit Nicolas, sa voix se brisant. Tu as détruit mon mariage, ma vie, et tu m'as laissé croire que je le méritais. Olivier s'est levé lentement, ricanant. Alors quoi maintenant, papa? Tu vas dénoncer ton propre fils? Nicolas serra Camille contre lui. Olivier attendait, confiant, certain que je ne choisirais pas la justice plutôt que le sang. Il se trompait, et il n'avait jamais compris sa mère. Oui, ai-je dit doucement. Je le ferai. Le mot a frappé fort. Le sourire moqueur d'Olivier s'est évanoui. Nicolas a levé les yeux sous le choc. Je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Olivier s'est redressé, son ton s'aiguisant. Très bien, dit-il. J'ai utilisé les informations de Nicolas, mais ce n'était pas personnel, papa. C'était des affaires. Des affaires? J'ai gardé ma voix calme. Tu as volé des gens qui te faisaient confiance. Des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie. Tais-toi, Nicolas, cracha Olivier, se tournant vers son frère silencieux. Ces gens avaient plus d'argent qu'il ne leur en fallait. J'ai construit quelque chose avec. J'ai fait des millions pendant que tu enseignais l'algèbre pour 48 000 euros par an. J'ai tourné l'ordinateur portable vers eux. 6 victimes, vrai nom. Françoise Lemaire, 83 ans. Roger Durand,
81 ans. Marcel Weber. Rosalie Dubois. Chacun d'eux est venu voir votre mère après que tu aies disparu avec leur retraite. J'ai cliqué à travers les dossiers de Marguerite. Voici les signatures forgées. Ton écriture prétendant être celle de Nicolas. Voici la piste d'argent. Compte au nom de Nicolas alimentant tes sociétés écrans. Cascade verte. Toutes à toi. La mâchoire d'Olivier se serra. Il jeta un coup d'œil à la porte, calculant. Tu veux la vérité ? Ricana-t-il à Nicolas. Chaque échec que tu as eu, c'est parce que je l'ai provoqué. Olivier, commençai-je. Non, finissons-en. Il s'approcha. La faillite ? Moi, des cartes de crédit à ton nom, utilisées au maximum, jamais payées. Ton score est tombé à 480. C'est pourquoi tu n'as pas pu avoir de prêt, de promotion. Nicolas tremblait. Camille se pressait contre lui. Et Sylvie ? Olivier continua, cruellement calme. Je lui ai envoyé des relevés, des comptes dont tu ne connaissais pas l'existence. Elle pensait que tu mentais. J'ai détruit ton mariage exprès. Arrête, chuchota Nicolas. J'ai gagné, cria Olivier. Tu as perdu ton appartement, ta voiture, ta vie parce que je suis meilleur. Papa, pleura doucement Camille. Nicolas la tenait, incapable de parler. Non, Olivier, ai-je dit, c'est toi qui as perdu. J'ai ouvert la porte du bureau. Le commandant Mathieu entra, suivi de 2 agents de police judiciaire. Olivier Dubois, dit calmement Mathieu. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, usurpation d'identité et abus financiers sur personnes âgées. Olivier devint pâle. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Un agent lui passa les menottes. Le son résonna. Tu as cessé d'être mon fils, ai-je dit, ma voix se brisant, quand tu as piégé ton frère et volé des personnes âgées. Quand tu nous as laissé croire que Nicolas échouait pendant que tu le détruisais. S'il vous plaît, Marguerite savait, continuai-je. Elle a passé ces 2 dernières années mourantes et rassemblant des preuves pour protéger Nicolas. Il a fallu sa mort pour que je voie enfin. Mathieu lui lut ses droits, tandis qu'Olivier était emmené, criant des menaces que je n'entendais plus. La porte se ferma. Le silence se précipita. « Grand-père » demanda Camille. « Où emmène-t-il oncle Olivier » J'ai mis un genou à terre. « Il a blessé des gens, chérie. Maintenant, il doit affronter ce qu'il a fait. » « Papa a-t-il des ennuis ?»« Non, ton papa est innocent. Il l'a toujours été. » J'ai étreint Nicolas. Il s'effondra contre moi, sanglotant. « Votre mère a fait ça, » ai-je dit doucement. Elle savait qui tu étais. C'est moi qui étais aveugle. Plus tard, après qu'il soit parti, j'ai regardé la rue vide. La voiture de police était partie. Le fils dont je me vantais était perdu. Le fils que j'avais négligé était enfin libre. Il n'y avait pas de victoire, seulement la vérité. La justice avait été rendue. Ça n'avait pas l'impression de gagner. Il n'y a pas eu de procès. 3 semaines après l'arrestation d'Olivier, son avocat a contacté le commandant Mathieu avec un accord de plaider coupable. Les preuves étaient accablantes. En échange d'une coopération complète, révélant chaque société écran et chaque actif caché, Olivier recevait 22 ans au lieu des 50 qu'il risquait au procès. J'ai assisté seul à la condamnation. Nicolas avait proposé de venir, mais je lui ai dit non. C'était quelque chose que je devais témoin moi-même. Le juge Caroline Bertrand, une juge fédérale vétéran aux cheveux gris acier et aux yeux façonnés par des décennies au tribunal, a examiné l'accord et s'est adressée directement à mon fils. « Monsieur Dubois, dit-elle, vous n'avez pas simplement volé de l'argent. Vous avez systématiquement détruit la vie de votre frère. Vous avez utilisé son nom, son identité et sa réputation comme couverture. Si cela n'avait pas été découvert, il aurait été arrêté en premier. » Olivier se tenait en silence, ses costumes sur mesure remplacés par l'orange de prison. « C'est une trahison profonde, continua-t-elle. Vous avez exploité des victimes âgées et piégé votre propre frère. La loi permet la clémence. Les faits, non. Elle l'a condamné à 22 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de liberté surveillée, et a ordonné la restitution complète de 1,6 million d'euros. Il purgerait sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Sans liberté conditionnelle, il purgerait au moins 19 ans. Il avait 44 ans. Il en aurait 63 à sa sortie, s'il survivait si longtemps. Ils l'ont emmené. Il ne m'a jamais regardé.
2 mois plus tard, la restitution était complète. La maison parisienne d'Olivier s'est vendue 1,1 million d'euros. Sa Tesla, son bateau et ses comptes d'investissement ont été saisis et liquidés. Le gouvernement a récupéré 1,3 million d'euros. J'ai ajouté 200 000 euros de l'assurance vie de Marguerite. C'est ce qu'elle aurait voulu. Des chèques sont allés à toutes les 6 victimes. Pas un remboursement complet, mais en moyenne 88% de ce qu'elles avaient perdu. Pour des gens qui croyaient leurs économies perdues à jamais, c'était comme un miracle. Madame le maire a reçu 308 000 euros. Quand je le lui ai dit, elle a pleuré. Grâce à Marguerite et vous, dit-elle, mon petit-fils pourra aller à l'université. La réhabilitation de Nicolas est venue lentement mais sûrement. Le journal local a publié un article innocentant son nom. Le conseil d'administration de l'école l'a honoré d'un prix d'intégrité. Les rapports de fraude ont corrigé son historique de crédit. La récupération prendrait des années, mais la voie était enfin claire. Le soutien communautaire l'a submergé. Les parents d'anciens élèves ont collecté 37 000 euros pour l'aider à reconstruire. Nicolas a pleuré quand il me l'a dit. 3 mois après la condamnation, j'ai vendu la maison rue Voltaire. Trop de souvenirs. Marguerite mourant à l'étage, découvrant la vérité dans son bureau. Olivier emmené menotter. Je ne pouvais pas rester. J'ai acheté une maison modeste à 10 minutes de l'appartement de Nicolas. 2 semaines plus tard, Nicolas et Camille ont emménagé avec moi. Son crédit était encore endommagé, dit-il, mais nous connaissions tous les deux la vérité. Nous avions besoin l'un de l'autre. J'ai commencé à faire du bénévolat au centre senior, enseignant des ateliers sur la protection contre la fraude financière. Transformer la douleur en but semblait continuer le travail de Marguerite. Avant de vendre l'ancienne maison, je me suis tenu une dernière fois dans le bureau de Marguerite. J'avais décidé de ne pas le transformer en salle d'études. À la place, dans notre nouvelle maison, je l'ai recréé. Son bureau, ses livres, ses diplômes. Un mémorial à une femme qui a combattu le cancer et la corruption en même temps, qui a dépensé ses dernières forces à protéger le fils que j'avais échoué à voir. Elle nous a protégés même après la mort à travers des preuves, des enregistrements et la vérité. C'était l'héritage de Marguerite. Pas les diplômes, pas la carrière, pas même le mariage, mais le courage de se battre pour ce qui était juste, même quand cela coûtait tout, même quand cela me coûtait moi. Par un matin froid de décembre, 3 mois après la condamnation d'Olivier, nous avons tenu une petite cérémonie dans ce que j'appelais le bureau mémorial Marguerite. Je l'avais recréé dans notre nouvelle maison avec soin. Les fenêtres orientées à l'est captèrent le soleil du matin, exactement comme dans l'ancienne maison. Le bureau de Marguerite se trouvait en dessous, ses lunettes de lecture encadrées à côté de son diplôme de droit. Des photos de famille bordèrent les étagères, notre mariage, les garçons-enfants, la naissance de Camille. Ce n'était pas un musée, c'était un espace vivant. Nicolas payait ses factures là. Camille faisait ses devoirs au bureau de Marguerite. Au-dessus du bureau était suspendue une plaque en bronze. Marguerite Dubois, 1955-2024. Elle s'est battue pour la vérité même quand cela lui coûtait tout. 4 d'entre nous s'étaient rassemblés ce matin-là. Nicolas et Camille, Madame le maire, qui avait insisté pour venir malgré le froid, et moi. Grand-père m'a demandé de lire quelque chose, dit Camille, sa voix de 12 ans stable malgré les larmes. Elle tenait une page tapée. C'est un essai que j'ai écrit pour l'école. Une personne qui a changé ma vie. Elle s'éclaircit la gorge et commença. Ma grand-mère est morte avant que je la connaisse vraiment. J'avais seulement 11 ans quand le cancer l'a prise. Mais cette année, j'ai appris quelque chose d'incroyable. Pendant qu'elle mourait, elle se battait aussi. Pas seulement contre le cancer. Elle combattait le crime. Mon oncle avait fait quelque chose de très mal. Il avait volé de l'argent à des personnes âgées et fait croire que c'était mon père qui l'avait fait. Pendant 10 ans, la vie de mon père était ruinée par des mensonges. Il avait perdu son crédit, son mariage et sa confiance. Mais ma grand-mère savait. Même malade, elle a passé 2 ans à enquêter. Elle a rassemblé des preuves, enregistré des conversations et monté un dossier. Quand elle est morte, elle l'a laissé pour que mon grand-père le trouve. Grâce à elle, mon père a été prouvé innocent. Grâce à elle, les méchants ont été punis. Grâce à elle, nous avons récupéré notre famille. Ma grand-mère était comme un ange gardien. Elle a sauvé mon papa même après être partie.
C'est le genre de personne que je veux être. Quelqu'un qui se bat pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. Camille plia le papier. Madame le maire s'essuya les yeux. Nicolas serra sa fille dans ses bras, les larmes coulant librement. Puis Nicolas parla, la voix épaisse. Maman, dit-il à la photo de Marguerite, merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Merci d'avoir mené une bataille dont je ne connaissais même pas l'existence. Il se tourna vers moi. Papa, merci d'avoir fini ce que maman a commencé, d'avoir choisi la vérité, de m'avoir choisi. Je ne pouvais pas parler. J'ai seulement tenu mon fils dans une étreinte qui avait 41 ans de retard. Après que Madame le maire soit partie et que Camille soit descendue, je me suis tenu seul dans le bureau. La lumière du soleil projetait de longues ombres sur le bureau de Marguerite. Les gens demandent comment j'ai trouvé la force de dénoncer mon propre fils. La vérité, c'est que je ne l'ai pas fait. Marguerite l'a fait. Elle a mené 2 batailles, une contre le cancer, une contre la corruption. Elle a perdu la première, mais elle a gagné la seconde, et cette victoire nous survivra tous. Olivier purge 22 ans à Fleury-Mérogis. Nous ne lui rendons pas visite. Certaines trahisons sont trop profondes. Marguerite m'a appris que l'amour signifie parfois protéger l'innocent, même quand cela coûte tout. Elle n'a pas seulement laissé des preuves, elle a laissé la vérité. Et la vérité nous a rendu notre famille. Une famille construite sur l'honnêteté, pas sur la loyauté aveugle. La neige dérivait devant les fenêtres. La voix de Camille appela d'en bas. « Grand-père, papa fait du chocolat chaud !» J'ai jeté un dernier coup d'œil à la photo souriante de Marguerite et je suis descendu les rejoindre. 3 générations guérissant ensemble. « Raconte-moi une autre histoire sur grand-mère, » dit Camille. J'ai souri. Chaque histoire à son sujet est une histoire de bravoure. J'ai 68 ans maintenant. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise de cette histoire vraie, c'est celle-ci. Ne soyez pas aveugle comme je l'étais. N'ignorez pas les signes. Ne favorisez pas un enfant par rapport à l'autre. N'attendez pas que quelqu'un meure pour voir son courage. Pendant 44 ans, j'ai pensé connaître ma famille. Dieu m'a montré que j'avais tort. Je pensais savoir de quel fils être fier. Dieu m'a révélé que je célébrais le mauvais. Je pensais que ma femme était juste une bonne avocate. Dieu m'a ouvert les yeux. C'était une guerrière. Ces histoires de grand-père que je raconte à Camille maintenant, elles sont différentes de celles que je racontais avant. Elles sont honnêtes. Elles parlent d'erreurs, de cécité et d'apprendre trop tard. Mais elles parlent aussi de rédemption, de comment Dieu peut utiliser même nos échecs pour faire éclater la vérité. Cette histoire vraie m'a appris que parfois, l'amour signifie choisir la justice plutôt que le confort. Que la vraie famille se construit sur la vérité, pas sur la loyauté aveugle. Que les gens que nous sous-estimons, comme mon fils Nicolas, comme ma femme mourante, sont souvent ceux qui ont le plus de force. Si vous vivez ce genre d'histoire vraie maintenant, si vous soupçonnez que quelque chose ne va pas mais que vous avez peur de regarder, n'attendez pas comme je l'ai fait. Dieu nous donne le courage quand nous en avons besoin, mais nous devons être prêts à l'utiliser. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.